Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire que nous vous proposons avec Clarté, la CCI de la Mayenne, sur les technologies immersives, réalité virtuelle et augmentée au service de l'industrie. Donc, pour que tout le monde puisse y assister confortablement, on vous propose effectivement de couper votre micro et votre vidéo le temps de nos interventions. Évidemment, on pourra réactiver tout ça en tant que de besoin lors des questions et puis de la séquence interactive à la fin du webinaire. On part de 11 h à 12 h globalement ensemble pour découvrir quelques sujets liés à ces technologies et aux dispositifs qui peuvent soutenir vos actions sur le sujet. Donc, normalement, tout le monde voit bien le diaporama. Il nous manque 2-3 participants encore, mais voilà. Ils vont nous rejoindre tout de suite. Allez, hop. Donc ça, je voulais évoquer à l'instant la notion de coupure micro-vidéo. Ce que l'on vous propose également avec Capucine, c'est de poser vos questions sur le chat. On les prendra en fin d'intervention pour les traiter. Le cas échéant, s'il y a des sujets simples à traiter dans la journée, on pourra les aborder également. Donc pour vous préciser effectivement que le webinaire qu'on vous propose, il s'inscrit dans une action qu'on mène avec le Conseil régional des Pays de la Loire, concernant la CCI en particulier, mais Clarté également, sur la sensibilisation des entreprises aux technologies et briques technologiques qui intéressent les évolutions industries du futur. Donc particulièrement ce matin, les sujets de la réalité virtuelle et la réalité augmentée dans les univers industriels. Donc voilà, vous avez en bas les petites icônes qui caractérisent un peu ce qu'on peut qualifier d'industrie 4.0, industrie du futur selon les appellations, les sujets de connexion, les technologies avancées de production, les interactions de machines avec la robotisation et l'automatisation, tout ce qui peut être lié à la collecte de data et leur traitement. Évidemment, l'aspect collaboratif, puisque l'entreprise interagit avec son écosystème. Et puis, cette notion également d'impact social, sociétal, qui peut être lié à la fois aux compétences des hommes et des femmes des entreprises et à son rôle dans la collectivité. Donc, vous l'avez compris, pour le séquençage de ce matin, deux petites choses en termes d'introduction me concernant, et Capucine dira quelques mots également. Donc moi, je suis Jean-Luc Gressier, conseiller industrie à la CCI de la Mayenne. Donc j'accompagne les PME industrielles essentiellement sur des sujets liés à la compétitivité, le développement de leur activité, sur des sujets plutôt d'organisation industrielle et d'aspects techniques, technologiques. Et je suis également chef de projet sur un programme que certains d'entre vous connaissent qui s'appelle Dynamique Plus, maintenant en 2021, d'accompagnement des entreprises. Capucine, des petits mots? Et donc, bonjour à tous, Capucine Loutelier, moi je suis conseillère technologique chez Clarté. Je présenterai Clarté en détail tout à l'heure, mais effectivement, de mon côté, mon rôle est de rencontrer les entreprises pour les sensibiliser à ces technologies, à leurs usages en milieu professionnel pour les accompagner ensuite dans de la mise en place de projets. Voilà. Merci. Voilà, donc en guise d'introduction, on va aller relativement vite, puisque ce qui vous intéresse, c'est les deux séquences d'ensuite. Des petits éléments de contexte sur cette notion d'industrie du futur et d'évolution des technologies au service de vos activités. Donc, vous savez que c'est engagé depuis plusieurs années. On l'appelle 4.0 du futur ou 2.0 même de temps en temps. L'idée, c'est bien de considérer ce qui se passe en termes d'interconnexion des différents services, systèmes, hommes et femmes de l'entreprise également au service du développement de vos productions et de vos activités. Donc des sujets qui recueillent un certain nombre d'enjeux. Il y a la notion de pénibilité, d'agilité des productions, la rentabilité des activités, l'élimination de tâches à moins de valeur ajoutée qu'on peut automatiser, la notion de différenciation évidemment sur les marchés que vous adressez, tout ça pour répondre aux attentes des clients, mais également, puisque c'est un sujet en Pays de la Loire, en Mayenne en particulier, mais pas seulement, en termes d'attractivité et de recrutement pour de nouvelles compétences et de nouvelles expertises. Toujours ça au service de gains d'un point de vue économique, sociaux, environnementaux aussi pour les entreprises, de monter en gamme par rapport aux productions et à la concurrence. Voilà. Et puis évidemment sur ces sujets de qualité. Donc il y avait un sujet qui, cette diapo, elle a 3 ans maintenant, globalement, on parlait pas mal de cette notion de retard d'investissement productif français. Alors, je mets des guillemets sur cette notion-là. Ça c'était relatif au fait que nous avions moins de robots que certains autres pays limitrophes comme l'Italie et l'Allemagne. C'est en train de se combler, ou en tout cas
de s'atténuer en termes d'activité et de développement technologique des entreprises. Et bien entendu, il n'y a surtout pas que les robots dans cette thématique Industrie 4.0. Donc, 4 points clés que Capucine va pouvoir illustrer avec les technologies immersives. Typiquement, on parle de l'industrie du futur qui se construit avec à la fois des compétences, des matériels, des interactions et un écosystème, et dont on dit classiquement elle est déjà, on peut en parler au présent, bien entendu, à la fois agile, elle sait s'adapter sur les productions petites, moyennes séries, du proto, le cas échéant, se reconfigurer quand il est nécessaire. Elle est bien entendu connectée dans ses systèmes productifs, de systèmes d'information et avec son environnement, que ce soit ses clients, ses fournisseurs, au-delà de ça encore avec la société et ses utilisateurs finaux. On dit aussi qu'elle est frugale, donc toute la partie transition énergétique, optimisation des consommations ou moindre impact sur l'environnement. Maintenant, on va retrouver des sujets comme l'éco-conception aussi. Et vous verrez que les technologies immersives sont aussi propices à cette thématique-là. Et évidemment, elle est collaborative, puisque le développement ou l'intégration technologique, ça se fait rarement seul dans son atelier ou dans son usine. Ça nécessite évidemment de partager avec d'autres acteurs. Voilà, quelques petits mots sur le contexte pour ensuite passer la parole à Capucine sur sa présentation, puisqu'il me semble que c'est ici Oui. que nous changeons. Voilà. Hop, je reprends la main du coup. Jean-Luc, vous allez me dire si c'est bon de votre côté. Donc là, on est bien sur le mode diaporama? C'est bon. Super. Donc effectivement, pour présenter Clarté, donc nous sommes un centre technique spécialisé dans les technologies de réalité virtuelle, réalité augmentée et plus récemment également, nous travaillons sur des sujets autour de l'intelligence artificielle. Donc notre centre a été créé en 96, donc nous fêtons nos 25 ans cette année. Voilà, donc ça fait effectivement un certain temps qu'on travaille sur ces thématiques. D'abord la réalité virtuelle, puis la réalité augmentée, donc l'intelligence augmentée plus récemment. Nous sommes basés à Laval, au Laval Virtual Center, pour ceux qui connaissent. Et puis, nous avons également une antenne à côté de Saint-Nazaire, à Montoire de Bretagne, au Technocampus Smart Factory, où nous avons des ressources matérielles également pour permettre de recevoir les entreprises qui auraient des besoins, notamment sur tout ce qui est revue immersive. Donc, je présenterai cet usage tout à l'heure. Donc, nous proposons différentes choses chez Clarté. Une première mission qui est de faire du conseil et de la sensibilisation auprès des entreprises donc, sur l'existence de ces technologies et leur potentiel. Comment elles peuvent être utilisées en entreprise. Donc, ça passe par de la rencontre avec les entreprises, de la mise en place d'événements de sensibilisation comme aujourd'hui sur un thème précis, voilà, l'industrie. On a pu faire récemment la même chose sur tout ce qui touche à l'agroalimentaire. On aura un événement à venir très bientôt sur le bâtiment. Et puis, donc, des premiers échanges qui peuvent donner suite à un accompagnement où là, on va accompagner l'entreprise dans la formalisation de son besoin, ce qu'elle attend en termes de solutions, la rédaction d'un cahier des charges techniques par rapport à la solution attendue et la mise en relation avec des prestataires qui se chargeront, eux, du développement de la solution. Clarté, nous, on interviendra sur le développement et ça fait lien avec notre deuxième métier qui est de faire de la R&D. Si on est sur une solution, entre guillemets, innovante qui nécessiterait à lever des verrous technologiques. Et dans ces cas-là, effectivement, on passe sur notre deuxième métier qui est de faire de la recherche et du développement, où là, ça passe par la rédaction d'études de faisabilité, le développement de ce qu'on appelle des preuves de concept pour valider l'utilisabilité, l'intérêt de la solution, et puis l'accompagnement ensuite de l'entreprise dans le déploiement à plus grande échelle. Voilà. Et on fait également du transfert de technologie. On n'a pas vocation à vendre les solutions développées. En revanche, on souhaite quand même les valoriser. Et donc, dans ces cas-là, on les transfère à une entreprise qui se charge de commercialiser la solution. Donc, sur la partie développement, recherche et développement, on travaille avec des grands comptes comme Naval Group, Saint-Gobain, les chantiers de l'Atlantique, Vinci et autres. Mais nous avons également des projets avec des structures beaucoup plus petites, des startups. Par exemple, on a accompagné récemment une entreprise qui
a développé un outil permettant de faire de la sensibilisation au risque incendie en entreprise. Donc une solution de réalité augmentée. On intervient effectivement donc dans le secteur de l'industrie beaucoup, mais sur d'autres secteurs également. Le sport, la culture, le tourisme, la défense, tout ça pour montrer qu'effectivement ces technologies s'adressent vraiment à tout secteur et à tout type d'entreprise. Alors avant de présenter les usages et de présenter des exemples de projets, je vais rapidement rappeler la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée. Réalité virtuelle, donc comme son nom l'indique et comme la photo le montre, on va immerger la personne dans un environnement totalement virtuel et coupé de sa réalité du moment, et dans lequel elle va pouvoir interagir. Ça fait appel à différentes techniques, hein. On va modéliser un environnement, donc ça fait appel à tout ce qui touche à la CAO, à de l'infographie. On peut également utiliser des supports de vidéo 360 pour immerger la personne dans un monde virtuel. Et ce qui est vraiment important à préciser, c'est que cette personne peut interagir dans cet environnement, donc c'est-à-dire se déplacer, saisir des objets dans cet environnement, faire des plans de coupe, prendre des mesures. On peut imaginer tout type d'interaction. Toutes ces interactions sont à définir en amont, mais on a la possibilité d'interagir virtuellement de différentes manières dans cet environnement. Alors, on peut utiliser différents types d'équipements. Sur la photo de gauche, vous voyez ce qu'on appelle des cubes immersifs, où en fait, on vient projeter la maquette numérique sur plusieurs écrans. La personne en fait va se positionner au centre de ces différents écrans, et elle va être équipée de lunettes stéréoscopiques qui lui permettent d'avoir une vue 3D et donc d'avoir la sensation d'être immergée à taille réelle dans cet environnement virtuel. Et puis, on a également la possibilité de projeter une personne en réalité virtuelle au travers de casques, des dispositifs qui sont plus répandus aujourd'hui, car plus mobiles et moins coûteux, mais qui permettent également d'interagir dans un environnement virtuel. Alors, on interagit très souvent avec, je vais le présenter, des contrôleurs, des manettes, qui permettent de réaliser ces différentes interactions, à savoir se déplacer ou saisir ce qu'on disait des objets, réaliser des plans de coupe, etc. En termes de casques, on a différents types de casques. Des casques qu'on appelle haute résolution, qui ont une résolution très proche de l'œil humain. Des casques qui sont couplés à un PC, qui vont être attachés à un PC et qui ont une meilleure capacité de calcul et permettent de proposer différentes expériences. Et puis, on a également ce qu'on appelle des casques stand-alone, qui, eux, sont des casques où tout est embarqué, qui ne nécessitent pas à être rattachés à un PC portable. Donc, ils ont l'intérêt d'être beaucoup plus mobiles. Par contre, tout dépend de ce qu'on souhaite proposer comme type d'expérience. On aura tendance à partir plutôt sur l'un ou l'autre de ces casques en fonction de l'expérience qu'on souhaite offrir et effectivement de la puissance de calcul nécessaire pour proposer l'expérience en question. Alors là, ce sont des exemples. Je vais y revenir après de réalité augmentée. Pourquoi utiliser la réalité virtuelle? Ça peut être pour faire de la revue de projet, de l'aide au design, pour évaluer un futur poste de travail d'un point de vue ergonomie, pour convaincre un investisseur si on est dans le domaine de l'immobilier. Alors sur la partie interaction, effectivement, j'en parlais tout à l'heure, comment on interagit avec son environnement virtuel, très souvent au travers, à l'aide de manettes, comme on peut le voir sur les deux photos à gauche, mais on a d'autres types de dispositifs qui sont également disponibles, comme des gants, des capteurs qu'on va positionner sur le bout de ses doigts. Également des tapis qui permettent d'avoir une sensation de déplacement plus naturelle qu'avec des manettes. Les différentes options sont possibles. Et réalité augmentée, donc comme on le voit sur la photo, en fait, on va venir augmenter le monde réel de la personne en venant superposer à son environnement réel
du contenu numérique, donc soit au travers de lunettes de réalité augmentée, mais ça peut être également au travers d'une tablette ou d'un smartphone. Alors pour maintenant ce qu'il en est des usages de la réalité virtuelle et augmentée dans le domaine industriel, c'est vrai qu'aujourd'hui on va s'intéresser plutôt à la partie conception, production, formation et maintenance. Mais c'est vrai que ces technologies-là peuvent répondre à d'autres besoins, comme par exemple tout ce qui touche à la prévention des risques, sensibiliser à l'utilisation d'une machine, par exemple. Eh bien, on peut tout à fait imaginer développer un scénario en réalité virtuelle pour sensibiliser les personnes à cela. Donc, on va développer un scénario et faire vivre la scène à la personne qui va être du coup sensibilisée dans le sens où elle aura eu la sensation de vivre la scène parce qu'on va l'accompagner étape par étape dans les bonnes pratiques, par exemple, à réaliser dans l'utilisation de cette machine, si on est dans cet exemple-là. Sur les autres usages, donc effectivement, on va pouvoir utiliser ces technologies pour faire de la formation, former à un geste technique notamment. Je vais apporter plus d'informations avec des cas projets bien précis tout à l'heure. Pour faire de la revue de projet, par exemple, revue de projet interne ou avec ses clients, de pouvoir visualiser un prototype avant la phase de prototype physique, par exemple, à l'étape de maquette numérique, de pouvoir visualiser le prototype en réalité virtuelle et à taille réelle, de manière collaborative. Également, pour tout ce qui touche à l'ergonomie, par exemple, dans le cadre de la réalisation d'un futur poste de travail, pouvoir tester ergonomiquement le futur poste de travail pour anticiper d'éventuels troubles musculo-squelettiques. Donc en fait, on va pour cela mettre l'opérateur en situation sur son futur poste de travail, l'équiper de capteurs qui vont permettre de reconnaître sa posture et donc on va lui demander de simuler les gestes qu'il aurait à faire sur ce poste de travail et de cette manière on peut analyser sa posture et tout de suite constater s'il y a d'éventuels donc risques de TMS et ça permet de optimiser la maquette numérique dès cette étape. Autant pour les On peut utiliser... personnes, pardon, Capucine, et effectivement avec les vrais opérateurs qui agiront demain sur ces vrais postes de travail. Donc des personnes d'1,65 m ou d'1,95 m, on pourra étudier et paramétrer Tout à fait. les éléments pertinents pour eux. Tout à fait. En autres usages et assez connu, répandu, c'est tout ce qui est aide à la vente, en fait, de pouvoir présenter ses projets, ses produits, par exemple, son catalogue de produits en réalité augmentée ou présenter, par exemple, dans le cadre d'un salon, sa gamme de produits en réalité virtuelle. Voilà, ça, ce sont des usages qui sont un petit peu plus répandus. Et après, pour tout ce qui est aide à l'opérateur, on va plutôt être sur la réalité augmentée. Donc, comment aider ces opérateurs en usine ou sur chantier avec ces technologies pour les aider dans leurs opérations de fabrication, de montage, de contrôle ou de maintenance. Donc, je vais vous apporter des exemples de projets. Donc ici, c'est un projet de formation à la peinture industrielle en réalité virtuelle. Donc c'est un projet que nous avons, sur lequel nous avons travaillé Clarté, un projet de co-développement. Donc je vais vous lancer la vidéo. Donc comme vous allez le voir, en fait, l'objectif, le principe... Hop, alors est-ce qu'elle se lance? Voilà. L'idée ici, c'était de former les peintres aux bons gestes techniques, donc en les mettant en situation en réalité virtuelle. Donc en fait, la personne, en mettant son casque, va se retrouver dans une cabine de peinture virtuelle face à une pièce à peindre virtuelle, donc par exemple une portière de voiture, un IPN. Et donc, elle va utiliser sa manette qui fait office de pistolet et elle va venir, en appuyant sur la gâchette, projeter la peinture virtuelle sur la pièce face à elle, la pièce à peindre. Et donc, elle va voir la peinture s'apposer sur la pièce virtuelle. Donc, ce qui est intéressant au-delà de ça, c'est qu'elle peut, a posteriori, analyser son geste, donc voir si elle a donc comment elle a apposé cette peinture, est-ce qu'elle a mis trop ou pas assez de peinture, est-ce que la trajectoire de son poignet a été correcte ou pas. Donc, ça permet de cette manière, en fait, de s'auto-former
d'acquérir le bon geste et puis ça permet également au formateur de suivre son apprenant sur son évolution. Donc voilà, là on voit l'exemple, en fait, on voit la personne avec son casque dans le petit encadré en haut à droite et on voit sur l'écran principal en fait ce que lui voit dans la scène en réalité virtuelle. Donc là, l'intérêt, c'était d'optimiser les sessions de formation physique, hein, ça ne se substitue pas, mais ça vient en complément. L'intérêt, c'est que ça, c'est une solution qui est, une fois développée, toujours disponible pour la personne qui souhaite se former, donc elle peut l'utiliser autant de fois que nécessaire. C'est une solution, une application qui peut permettre également au formateur de suivre l'évolution de son apprenant. Et puis également côté pratique, donc on a juste à mettre son casque, hein, on est tout de suite en situation de formation. On utilise de la peinture virtuelle, donc on a également un intérêt en termes d'économie de matière, ce qui était la demande de l'entreprise dans la mise en place de ce projet. Donc voilà, là c'est un premier exemple de formation aux gestes techniques. On avait mis ça en place avec les dernières rencontres de la peinture industrielle dans l'éco-Évron, un petit challenge pour tous les participants. Il y a peut-être 30-40 personnes qui sont passées avec l'application à tester le pistolet virtuel. Les meilleurs peintres n'étaient pas nécessairement les vrais pros, en fait. Alors j'exagère à peine, mais de fait, il y a eu un petit sujet d'émulation et puis de challenge entre des peintres industriels par le biais de l'application, puisqu'on avait un petit prix à remettre à l'issue de l'exercice, mais tout le monde s'est bien pris au jeu. Et ce qu'évoquait Capucine, c'est aussi l'intérêt de pouvoir analyser le dépôt, les quantités de peinture, la régularité, et donc d'optimiser effectivement un process manuel avec une expertise technique qui est vraiment un geste à maîtriser parfaitement. Là, on est sur un autre exemple. Donc, chez Schneider Electric, c'est de former les techniciens à la maintenance de leur machine. Donc là, en fait, on vient former à la maintenance. Donc, comme vous allez le voir sur la vidéo, le technicien en fait est équipé de lunettes de réalité augmentée. Donc, il se trouve face à la machine qu'il pourrait avoir à réparer par la suite sur site. Et donc, en fait, on voit des informations en réalité augmentée qui viennent se superposer à la machine et qui viennent le guider, en fait, dans l'utilisation de cette machine. Donc, il est guidé étape par étape dans ce qu'il aurait à faire. Donc, ça lui permet de découvrir comment est conçue la machine, à quoi correspond telle ou telle fonctionnalité. L'idée étant, une fois en situation d'assistance de maintenance, d'être en capacité de réparer la machine en fonction de la panne à réparer. Donc là, l'intérêt, c'est qu'il est guidé pas à pas sur l'équipement réel, qu'on n'a plus besoin de guide papier, c'est beaucoup plus intuitif. Puisque l'information s'affiche directement sur la machine en réalité augmentée. Et l'intérêt, c'est qu'on peut former aussi bien dans une salle de formation, par exemple, que sur site, puisqu'on a juste besoin de la machine pour s'entraîner. Donc ça, c'est un autre exemple. Ici, c'est un exemple de formation sur un poste de travail. En fait, on est venu modéliser le poste de travail et la personne, en fait, va pouvoir apprendre, prendre ses marques sur ce poste de travail. On va lui demander de réaliser différentes tâches au fur et à mesure et donc ça lui permet de prendre ses marques sur ce poste de travail, supposons qu'on soit sur un projet de construction d'une future ligne de production, eh bien, l'idée, ce serait de former ces opérateurs sur ces futurs postes de travail, par exemple, de manière à ce que, une fois la ligne de production réelle mise en place, l'opérateur soit tout de suite opérationnel dans le sens où il aura déjà pu découvrir son poste de travail et les différentes opérations à réaliser sur ce poste de travail. Donc, en fait, on voit là en réalité virtuelle. Donc, il est dans un casque et donc il doit réaliser différentes opérations au fur et à mesure. Donc, en fait, il va être guidé étape par étape sur ce qu'il a à faire pour derrière être vraiment en situation réelle, à l'aise sur son poste de travail. Donc là, on était chez Picanol qui produit et vend des machines à tisser.
Un autre exemple là, de formation à la maintenance, donc dans le cadre d'un projet collaboratif dans le domaine de l'agroalimentaire, l'idée c'est de se former, les opérateurs à réparer une souffleuse de bouteilles plastiques. Donc en fait, on va mettre en situation la personne donc face à cette machine, toujours, mais en réalité virtuelle, cette fois-ci non plus en réalité augmentée. Donc en fait, quand il met son casque, il a accès d'abord à des consignes qui vont lui permettre de savoir ce qu'il va devoir faire dans ce scénario virtuel. Donc on le voit, là, il est dans un environnement industriel, dans un entrepôt, la machine se trouve au fond. Donc en fait, voilà, la première étape, ça va être de sécuriser la zone d'intervention. Donc on va lui demander de positionner les panneaux au bon endroit. Donc il va le faire à l'aide de ses manettes, hein, et on voit dans l'environnement virtuel ce que lui voit, donc ses mains et puis donc les panneaux qu'il va placer. Et ensuite, il va être vraiment guidé étape par étape sur ce qu'il a à faire pour aller réparer cette machine. Donc d'abord d'appuyer sur tel ou tel bouton, d'aller ouvrir les portes de la machine en question, puis d'aller appuyer sur tel ou tel bouton de la machine au fur et à mesure pour la réparer, pour être en mesure ensuite de la réparer. Voilà, donc on voit vraiment la machine virtuelle et puis on a des indications qui guident l'opérateur étape par étape par rapport à ce qu'il aurait à faire ensuite une fois sur le terrain en réel. Donc là, on était sur la formation. Là, on passe sur tout ce qui est revue de conception. Donc en fait, l'idée, ça va être ici de pouvoir visualiser ces prototypes, donc ces maquettes 3D en virtuel, à taille réelle et de manière collaborative. Donc là, vous avez un exemple de solution qui permet de venir projeter la maquette numérique dans un environnement virtuel. Donc là, par exemple, on est sur voilà, une hélice d'avion. Vous voyez en fait le modèle virtuel dans l'environnement et donc la personne, vous voyez, à l'aide de ses manettes, va pouvoir interagir avec son prototype. Donc elle va pouvoir déplacer, déjà elle le voit à taille réelle et donc elle va pouvoir réaliser différents types d'interactions. Cette solution en l'occurrence permet de déplacer les objets, de saisir tout ou partie des objets de la scène, de prendre des mesures d'un point A à un point B, de retrouver également un collaborateur dans cet environnement virtuel pour pouvoir collaborer ensemble autour de cette maquette numérique. Donc ça facilite aussi clairement les échanges entre les parties prenantes au projet, donc soit des collaborateurs, soit pour échanger avec son client sur un projet, sur un produit. Voilà, donc là c'est une solution, mais il en existe beaucoup d'autres. Solution Improve qui a été co-développée par Clarté, mais il existe énormément de solutions sur le marché qui permettent vraiment de visualiser un prototype à taille réelle en réalité virtuelle et de manière collaborative. Chez Clarté, on a mis en place depuis peu une salle qui permet en fait de faire de la revue immersive à grande échelle. Donc en fait, le principe consiste à pouvoir se retrouver à plusieurs dans une même scène virtuelle. Donc là, on est sur un espace physique de 100 mètres carrés, donc 10 mètres par 10 mètres, où les personnes, vous voyez ici, sont équipées de casques avec leur PC sur le dos. Et donc, elles vont pouvoir en fait se déplacer physiquement autour d'un même prototype virtuel. Donc, il faut imaginer là que les deux personnes voient le même prototype virtuel qui est positionné entre elles. Et donc, en fait, elles peuvent physiquement se déplacer autour de ce prototype pour le visualiser à taille réelle, pour également, là, on voit que la personne en face a des contrôleurs. Elle va pouvoir réaliser ensuite interagir avec cette maquette en notant des points d'intérêt sur la maquette, ce qui peut l'interpeller par rapport à d'éventuels problèmes de conception. Elle va pouvoir prendre des mesures, réaliser des plans de coupe. L'idée étant en fait de visualiser donc toujours taille réelle de manière collaborative
mais de favoriser l'immersion dans le sens où là, vous avez un déplacement qui est beaucoup plus naturel puisque vous pouvez vraiment vous déplacer physiquement autour de ce prototype. Donc ça, c'est quelque chose qu'on propose aux entreprises qui souhaitent, par exemple, tester l'intérêt de la réalité virtuelle. Eh bien, elles nous envoient dans ces cas-là le fichier 3D en amont. On l'optimise éventuellement si nécessaire pour une visualisation en virtuel. Et donc, l'entreprise ensuite vient chez Clarté. On équipe les différentes personnes présentes de ces dispositifs, donc casque et PC. Et on a un ingénieur qui est là durant toute la session de revue pour accompagner le client dans cette revue immersive. Et l'idée étant derrière d'optimiser éventuellement la maquette numérique. Et donc, à l'issue de cette session, l'entreprise repart avec les modifications potentielles à apporter ensuite sur le fichier CAO qui avait été livré au départ. Donc ça peut avoir un intérêt si on est par exemple sur des projets, pour certains types de projets, pour du projet ponctuel, quand on souhaite tester l'intérêt avant éventuellement d'acquérir une solution ensuite en interne. Donc ça, ce sont des choses qu'on peut proposer. Ouais, typiquement, je pense que dans les participants, il y aura peut-être quelques questions avec des gens qui s'occupent d'engins de travaux publics, par exemple, ou d'outillage de grandes dimensions qui sont moins faciles à déplacer ou qui n'auraient pas d'intérêt d'ailleurs à être déplacés et dont on peut faire des revues de conception avec les clients ou les autres parties prenantes à distance, le cas échéant. Peut-être même avec l'international, Capucine, ou il faut que tout le monde ait le même équipement? Ça nécessite à avoir l'équipement Ouais. disponible. Donc nous, c'est vrai qu'on en propose plusieurs sur place et on Mmh. peut interagir à 2, 3, 4 dans cet environnement-là. Mais D'accord. par contre, la collaboration peut tout à fait se faire à distance. À Ouais. partir du moment où les personnes à distance sont équipées du dispositif, c'est tout à fait possible. Mmh. Là, on passe sur l'usage toujours conception, mais ergonomie, on en a parlé tout à l'heure. Je vais vous lancer la vidéo. Là, en fait, on voit l'opérateur dans le petit encadré en haut à droite qui est équipé, comme je vous disais, de capteurs et de lunettes. Et en fait, donc, on est venu projeter la maquette numérique du poste de travail sur les différents écrans. Et donc, nous, on voit au travers de son avatar, sur notre écran d'ordinateur, la personne réaliser, enfin, on peut analyser sa posture de cette manière parce qu'on le voit se déplacer tel qu'il serait sur son poste de travail réel. Et il faut imaginer en fait les parties de son corps se colorer en rouge, en vert, en fonction de sa posture. Donc, ce qui permet à l'ergonome qui suit la session eh bien, de visualiser tout de suite s'il y a des risques potentiels de TMS. Si par exemple on demande à la personne d'aller attraper quelque chose dans le bac qui se trouve à sa droite et qu'on constate qu'il a trop à se pencher par exemple pour attraper l'objet dans la caisse, eh bien on va pouvoir optimiser, modifier la maquette numérique, rapprocher de lui ce bac-là, lui demander de répéter l'opération et constater si la posture est correcte ou pas cette fois-ci. Donc ça permet vraiment d'optimiser les futurs postes de travail. L'entreprise AFRGO qui propose ce type de prestation nous a toujours dit que sur 100% des projets qui avaient été revus virtuellement, aucun n'a demandé de reprise physique. Donc on imagine vraiment l'intérêt quand on sait le coût que peut représenter une reprise physique sur un poste de travail ou une ligne de production. Il y a d'autres entreprises en local qui proposent également ce type d'accompagnement, de revues immersives, ergonomie. Vous avez par exemple l'entreprise Imagine Vert en Mayenne qui propose sur la base de cubes mobiles où là, voilà, vous pouvez acquérir ce type de dispositif donc, dans vos showrooms ou sur site. Donc, ces cubes sont beaucoup plus mobiles que ce qu'on a pu voir tout à l'heure dans mes premiers exemples, ou également sur un écran seulement, une face. Et ça, c'est important de le préciser, Capucine, pour tout le monde, parce que de fait, vous pouvez peut-être avoir une image, alors j'allais dire datée, c'est des technologies qui évoluent assez rapidement, mais il y a quelques années, on voyait des installations conséquentes, ce que tu avais sur ta diapo tout à l'heure, avec des armatures et des choses peut-être moins faciles à déplacer. Effectivement, plusieurs entreprises en Mayenne et au-delà, le cas échéant, on propose des solutions pratiques, moins onéreuses, le cas échéant, que de grosses installations, et qui répondent à des besoins variés. Donc, à vous aussi, après, d'aller creuser ces sujets et d'approfondir, puisqu'il y a des solutions, j'allais dire, de toute dimension pour toute application et avec des tarifs, le cas échéant, différenciés.
On pourra en reparler plus tard. Tout à fait. Hop, je continue donc sur ma présentation. Donc là, on passe sur les usages plutôt d'aide au compte, enfin d'aide à l'opérateur sur le terrain. Donc ça peut être le guider dans ses opérations de montage sur son poste de travail. Ça peut être pour des opérations de contrôler ce qui a été réellement conçu par rapport à ce qui était prévu. Et puis également tout ce qui est aide à la maintenance. Donc je vais donner quelques exemples. Alors là, c'est un exemple. Hop, je vais lancer la vidéo où on peut visualiser les réseaux enterrés. Donc, par exemple, c'est pour aider, c'est pour tout ce qui est aide au marquage piquetage en amont d'un chantier. En fait, c'est de pouvoir visualiser les canalisations pour éviter de détériorer ou de les abîmer justement lors du chantier. Donc là, c'est vraiment de pouvoir visualiser sur le terrain en réalité augmentée ce qu'on ne voit pas, en fait, c'est de montrer l'invisible pour vraiment aider l'opérateur ensuite sur le chantier et éviter des mauvaises surprises, en quelque sorte. Là, on va être sur de l'aide au contrôle, par exemple. Donc, sur la photo de droite, et je lancerai la vidéo ensuite, vous avez donc là, c'est un projet qu'on a mené pour les chantiers de l'Atlantique. C'était d'aider les opérateurs dans leurs opérations de contrôle. Donc, ce que vous voyez sur la photo, en fait, c'est un opérateur qui vient contrôler son opération de montage sur la partie tuyauterie. Donc, il vient, en fait, avec sa tablette, superposer la maquette numérique, donc ce qui était prévu, à ce qui a réellement été fait sur le terrain, ce qui lui permet en fait de constater s'il y a eu des erreurs au moment de la pose, des décalages, si les coudes par exemple sont posés dans le bon sens, etc. Et sur la vidéo, c'est la même chose, sauf que là on utilise des lunettes de réalité augmentée. Donc pour contrôler le montage de la tuyauterie, donc on voit, c'est pas très visible sur la vidéo, mais en superposition la maquette numérique qui est colorée et qui vient se superposer au réel. Et donc, ça permet de cette manière de contrôler tout de suite si le travail a correctement été effectué ou pas. Donc, c'est toujours l'opérateur qui garde la main dans le sens où c'est lui qui valide, qui valide si oui ou non le travail a correctement été fait. Par contre, cette solution a vraiment un intérêt d'un point de vue visuel. C'est une aide visuelle en fait dans le sens où on vient superposer le prévisionnel au réel et donc ça permet à l'opérateur, ça facilite la détection de défauts, mais c'est vraiment l'opérateur qui garde la main sur la validation finale. C'est très souvent ce qui est demandé par les entreprises, c'est d'avoir une aide pour alléger la charge cognitive de l'opérateur, mais que ce soit bien l'humain qui valide à terme si le travail a correctement été effectué ou pas. Pour tout ce qui est ici suivi de production, dans le même principe, par exemple, c'est comment aider, par exemple, le superviseur de ligne à mieux travailler, par exemple, eh bien, ça va être de lui offrir une solution qui lui permette de suivre l'état de sa ligne en temps réel. Donc, grâce à une tablette, par exemple, ou des lunettes, lui vient scanner sa machine, sa ligne, et donc ça lui permet d'afficher en réalité augmentée des informations comme par exemple le TRS, la cadence de production, etc. Donc l'idée de toujours ici, c'est d'apporter la bonne information au bon endroit, au bon moment à l'opérateur pour lui faciliter la tâche au quotidien. Là, on est sur le même principe, une solution de réalité augmentée qui a été développée par Artefacto, une entreprise basée en Bretagne, où là, en fait, on vient afficher les datas de production directement sur la ligne de production, comme par exemple la tension de la bande ou la température de chauffe de la machine. Donc, ça permet vraiment, alors bien sûr, le prérequis, c'est d'avoir accès à ces datas, d'avoir des capteurs qui sont positionnés sur les machines qui permettent de récolter ces datas. Et ensuite, dernière étape, c'est effectivement en réalité augmentée d'afficher ces datas sur la machine.
Donc, on imagine ici clairement l'intérêt que ça peut représenter dans ce cadre-là. Et ici, un autre exemple, ça va être tout ce qui touche à la maintenance. Effectivement, comment je peux faciliter les opérations de maintenance. Donc, je vais juste montrer le slide suivant. Je reviendrai sur celui-ci. Mais en termes de maintenance, on peut faire soit de la maintenance autonome, entre guillemets, donc comme vous l'avez sur la photo à droite, où on voit en fait l'opérateur, le technicien qui vient avec sa tablette scanner la machine et de cette manière qui a accès à de l'information en réalité augmentée en autonomie. Donc, par exemple, il va avoir accès à la notice de montage, à quoi correspond telle ou telle pièce, parce que l'application développée, en fait, permet de reconnaître la machine et donc de venir afficher l'information en réalité augmentée au bon endroit sur la machine. Donc ça lui permet voilà, de cette manière-là de visualiser le document de manière dématérialisée plutôt qu'un plan de montage qui pourrait être très lourd parce qu'on a toute l'information au même endroit et on n'a pas forcément besoin de toute cette information-là à ce moment-là. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on vient afficher la bonne information au bon endroit au bon moment et l'opérateur de cette manière est autonome. Et donc là, on est sur un dispositif tablette, mais on pourrait imaginer un dispositif lunette si la personne a besoin d'avoir les mains libres pour pouvoir réaliser, par exemple, en même temps qu'elle voit les informations en réalité augmentée. Et l'autre mode de maintenance, ça va être ce qu'on appelle de la téléassistance, où là, en fait, comme sur la photo en bas, on a un expert à distance qui nous assiste sur le terrain dans le sens où l'expert voit ce que le technicien voit sur le terrain au travers de son flux vidéo, en fait de ses lunettes par exemple ou de sa tablette. L'expert voit ce que le technicien voit sur le terrain et donc il peut de cette manière le guider sur ce qu'il a à faire pour réparer la machine. Je reviens sur la slide précédente. La vidéo va être assez parlante. Donc là, c'est une solution qui est proposée par Microsoft. Donc on voit la technicienne voilà, qui est face à sa machine, qui rencontre une difficulté. Donc qui va se connecter au travers d'un système de messagerie à un expert. Donc voilà, le technicien appelle l'expert. L'expert sur son PC répond au technicien. Donc les deux, l'expert voit ce que voit le technicien sur le terrain. Et donc, de cette manière, voilà, la technicienne peut afficher de l'information du PDF, de la documentation, mais elle a également la possibilité de visualiser les annotations que lui affiche l'expert à distance, comme les petites flèches, etc. Donc, en fait, l'information en réalité augmentée, elle est localisée sur la machine et donc ça permet de guider le technicien sur l'endroit au niveau duquel intervenir. Donc, tourner telle ou telle vanne. Et voilà, donc ça lui permet vraiment d'être guidé par l'expert étape par étape sur la machine. Donc quand on sait que 50% du temps sur une opération de maintenance est consacré à trouver l'endroit de la panne, là on comprend l'intérêt encore une fois de cette solution où vous êtes tout de suite assisté et guidé par de l'information localisée en réalité augmentée par l'expert. Voilà, donc ça, ce sont quelques exemples de projets par rapport à tous les différents usages. Donc conception, formation, production, maintenance. Maintenant, comment mettre en place un projet de réalité virtuelle, réalité augmentée dans son entreprise quand on a un besoin, une problématique métier. Donc l'idée, c'est en tout cas, nous, la manière dont on accompagne les entreprises, effectivement, c'est d'échanger, de partir de la problématique métier, de savoir quels sont les problèmes rencontrés par les entreprises pour vraiment bien cadrer le besoin, les attentes et les contraintes. Voilà, est-ce qu'on est dans un environnement très lumineux? Est-ce qu'on a besoin d'avoir les mains libres? Il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour identifier la bonne solution logicielle et la bonne solution matérielle à mettre en place. Et ensuite, nous, Clarté, on vous accompagnera dans la rédaction du cahier des charges techniques. On va traduire tout votre besoin, vos fonctionnalités métiers en fonctionnalités techniques
pour rédiger vraiment, définir quelle est la solution attendue. Puis derrière, ça laissera place à un développement sur la base de ces fonctionnalités. Donc, développement qui sera assuré soit par un prestataire qu'on aura pu identifier, plusieurs prestataires qu'on aurait identifiés pour vous, ou un développement qui peut être porté également par Clarté si on est sur une solution, encore une fois, qui nécessitera lever des verrous technologiques. Voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions sur ces technologies, sur leur mise en œuvre, sur ce qui pourrait être mis en place chez vous, n'hésitez pas à revenir vers nous. On pourra bien sûr en échanger ensemble. Voilà, Jean-Luc, pour moi. Je ne sais pas s'il y a des questions déjà. J'ai déjà une question. Je vous invite les uns les autres à alimenter le chat si vous en avez d'autres. Une question de Philippe concernant la manière dont les gens supportent effectivement les séances immersives. Est-ce qu'il y a eu des évolutions là-dessus? Est-ce qu'il y a des durées conseillées, entre guillemets, d'immersion? Oui. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, on a parlé de ce qu'on appelle le motion sickness, le malaise lorsqu'on est en immersion. Aujourd'hui, les dispositifs ont quand même énormément évolué. On a de moins en moins, voire même, je dirais, plus du tout, cette sensation de malaise. Ce que je disais, hein, c'est qu'il faut bien penser effectivement le dispositif en fonction de l'expérience qu'on souhaite proposer. On parlait tout à l'heure du type de casque, par exemple. Si on a une application qui nécessite une certaine capacité de calcul, eh bien, on va adapter aussi le dispositif de manière à ce qu'on n'ait pas de problème de latence, d'image saccadée ou quoi que ce soit. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on a plus ou très peu ce type de problème de remontée. Les personnes non plus ne sont plus réfractaires à tester ce type d'outil, au contraire. Lorsque le projet est bien amené, les personnes perçoivent bien l'intérêt et le potentiel que ça peut représenter, le fait que ça ne se substitue pas à elles. Donc ça, c'est un travail à faire en amont du projet, mais c'est généralement très bien reçu. Et en termes de temps d'immersion, c'est vrai qu'en général, ces dispositifs-là ne sont pas faits pour être utilisés sur une journée complète, déjà parce qu'on a des limites en termes d'autonomie, hein, de batterie. Mais c'est plutôt sur des besoins ponctuels, donc ça peut être sur une demi-heure, 1 heure et demie, pas forcément au-delà. Voilà, c'est plutôt par session et en fonction du besoin. D'accord, merci Capucine. Je pense que ça répond bien. Effectivement, je pense que quelques-uns parmi nous ont pu tester et avoir quelques souvenirs de descente de pente de ski virtuelle ou autre. Comme le cerveau ne comprend pas ce que le corps ne fait pas, c'était un petit peu compliqué. Autre question sur la notion d'équipement, justement. Alors comme on ne fait pas des séances très longues, j'imagine que le support PC, équipement, casque que tu nous montrais tout à l'heure. Alors, certains supports sont plus lourds que d'autres, effectivement. Il y a des casques qui seront plus lourds, des lunettes également de réalité augmentée qui peuvent être un petit peu plus lourdes. Par rapport au temps d'utilisation, ce n'est pas un frein, puisque c'est utilisé de manière ponctuelle. Donc, même l'HoloLens qui peut être plus lourd que... l'HoloLens, ce sont les lunettes de Microsoft qu'on a vues tout à l'heure. C'est un casque qui est un petit peu plus lourd que des lunettes de réalité augmentée type Google Glass qu'on a pu voir. Ça ne pose pas de problème parce que c'est vraiment utilisé sur un temps limité. Donc non, il n'y a pas de, c'est pas un frein, c'est pas un frein. D'accord. Autre question également d'Alexis, à savoir si les briques technologiques qui sont issues des précédents projets sont accessibles ou mises à disposition par Clarté ou d'autres acteurs? Alors oui, Alexis, tout à fait, ça c'est possible. À préciser quelles sont les briques technologiques qui vous intéresseraient. Mais effectivement, ça c'est tout à fait discutable et c'est des choses qu'on propose. Donc n'hésitez pas à revenir vers moi pour me dire voilà ce sur quoi vous souhaiteriez, enfin quelles sont les briques technologiques qui vous intéressent en particulier. Et moi, je transmettrai à nos équipes techniques. Mais oui, effectivement, c'est des choses qu'on propose. Et tout à l'heure, Capucine, tu m'avais parlé justement de la revue immersive à grande dimension. Je pense aussi que ça soit des jumeaux numériques carrément d'ateliers ou de nouvelles usines ou de futures usines aussi qui sont accessibles de ce point de vue-là, dans lesquelles on peut circuler complètement. Oui, eh bien ça, justement, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes
dans le cadre de projets de construction, de pouvoir en fait visualiser sa future usine à l'état de prototype pour d'ores et déjà anticiper d'éventuels problèmes d'accessibilité, d'agencement, d'ergonomie des postes de travail. Donc ça, c'est des choses qu'on propose beaucoup. Justement, quand je parlais de projets ponctuels, notamment, je pensais à ça. De pouvoir visualiser à plusieurs, hein, de faire une revue de projet avec l'architecte, le client, et de se déplacer dans la maquette numérique de la future usine. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors, on aurait dû mettre un petit challenge sur le nombre de questions posées. Philippe a une troisième question concernant justement les applications de CAO et autres en termes de design, que ce soit AutoCAD, SolidWorks ou autre. Est-ce que ces solutions justement logicielles sont facilement utilisables ou transférables avec les modèles 3D? Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est des applications qui sont, je dirais, plus que compatibles et qui nécessitent même, si le fichier CAO a été correctement conçu et pensé pour faire de la réalité virtuelle, derrière, c'est quasiment instantané pour pouvoir passer de la maquette 3D à une vue en réalité virtuelle, une vue immersive. Donc oui, oui. Ça, c'est totalement compatible. Et on y travaille après. Et dernière question sur justement tout ce qui concerne l'aptique. Est-ce que les dispositifs comme les gants que tu évoquais tout à l'heure ont évolué ces dernières années en termes de capteurs, de confort et de précision par rapport au geste humain? Alors oui, oui, mais c'est vrai que pour le moment, on est encore beaucoup sur l'utilisation de manettes type contrôleur. Parce que c'est ce qui fonctionne le mieux. Par contre, les dispositifs type gants, etc., ont quand même bien évolué et permettent un meilleur tracking des doigts, etc. Donc permettraient de réaliser certaines opérations qui nécessiteraient être plus précises et qui sont pas forcément faciles à réaliser ou en tout cas qui sont limitantes avec des contrôleurs parce qu'on n'est pas sur le geste réel. Donc oui, il y a de l'évolution à ce niveau-là. Mais c'est vrai que pour le moment, dans ce qui est mis en place, on reste quand même beaucoup sur des usages à base de manettes ou contrôleurs. Ok, bon, je vous propose qu'on passe à la dernière séquence du webinaire. Je vais revenir sur quelques outils et dispositifs qui peuvent intervenir en amont, pendant ou a posteriori d'ailleurs de contact et de collaboration avec Clarté. Donc, je vais repartager. J'arrête le partage, Jean-Luc, je te laisse Ça reprendre. marche. Hop. Voilà. Donc, normalement, on est revenus tous ensemble sur ce deuxième diaporama. Hop là. Voilà. Donc voilà, nous en étions ici tout à l'heure sur les différents items là, concernant l'industrie du futur. Je pense que voilà, Capucine nous a montré avec les différentes illustrations à la fois l'agilité, la connexion, l'interopérabilité des systèmes, la notion de frugalité, puisqu'on peut s'affranchir de déplacements, de frais, de mobilisation, voire de construction et tester avant les bonnes solutions avec les itérations qui vont bien. Et puis vous l'avez compris, la notion de collaboration, ou en tout cas de partage avec les parties prenantes et les utilisateurs inhérentes à ces technologies. Donc un petit brief maintenant, si vous voulez bien, sur différentes actions que l'on peut mener côté CCI et avec d'autres acteurs du développement économique pour accompagner ou soutenir les évolutions Industrie 4.0 de vos entreprises. Juste pour vous caractériser en termes d'actualité, je pense que depuis l'an dernier, vu que c'est plutôt un public industriel ce matin, vous êtes au courant du plan national France Relance qui concerne les industries, mais pas seulement. Donc effectivement, une enveloppe de 100 milliards, alors ça fait toujours des nombres très impressionnants qui sont accessibles et consacrés à différents soutiens pour l'économie française. Et sur ces 100 milliards, il y a pas loin de 40 milliards d'euros qui sont dédiés et fléchés vers les activités des TPE et PME d'un point de vue de relance, de modernisation, de transition écologique, numérique, énergétique, qui peuvent vous permettre d'accélérer vos projets. Donc vous aurez, on vous transmettra les supports avec Capucine après le webinaire, vous aurez le lien actif avec le document pour les dispositifs PME-TME. Il y en a évidemment aussi des soutiens qui sont accessibles aux ETI par exemple ou aux groupes le cas échéant. Alors c'est plus limité, mais il y en a. Et vous pourrez aller voir le site économie.gouv.fr où là, en caractérisant votre profil d'entreprise,
vous aurez l'affichage des activités ou des soutiens accessibles. Alors, je ne peux que vous conseiller de prendre rendez-vous avec votre conseiller industrie CCI. Je sais qu'il y en a un qui est connecté également. Bonjour Sylvain. Et sinon, sur chaque département des Pays de la Loire, pour ceux qui sont en dehors des Pays de la Loire, c'est la même chose aussi avec votre chambre de commerce et d'industrie, le cas échéant. Un petit point sur cette notion d'industrie du futur, pour vous préciser effectivement que l'Alliance Industrie du Futur, qui est l'organisation nationale qui permet de fédérer à la fois des acteurs et des thématiques d'évolution technologique, je vous invite à visiter le site industriedufutur.org de l'Alliance Industrie du Futur, très bien fait puisque vous pourrez y découvrir et y parcourir, pareil, euh, un programme de développement de vos activités dans la création de technologies et puis avoir quelques éléments fondamentaux sur les quelques dizaines de briques technologiques qui sont existantes, accessibles ou en cours de développement. Vous avez là les différents items entre technologie de production, les modèles économiques et sociétaux. Je vous disais tout à l'heure, c'est surtout pas que des robots ou que de la techno, mais effectivement, il y a cette notion-là qui intervient. La relation collaborative avec vos clients fournisseurs, de l'échange de données ou d'éléments encore plus intéressants aussi. Puis les sujets développement des compétences, de e-learning, de formation, et tous les sujets techno que généralement on associe immédiatement à l'industrie du futur. Donc à voir, à découvrir, à parcourir, à partager, n'hésitez pas, vous pouvez vous immerger aussi dans ce parcours-là. Concernant l'écosystème régional Pays de la Loire, hein, puisque c'est plutôt des Ligériens qui sont présents ce matin également, différentes actions qui sont menées avec le Conseil régional, l'État, les chambres de commerce et d'industrie, et des centres d'expertise et de transfert de technologies comme Clarté également. On va pouvoir vous en donner deux petits mots ensuite. Une plateforme qui est accessible si vous recherchez des solutions technologiques sur des problématiques données. Il y a la plateforme offreur de solutions typiquement qui permet d'accéder à un répertoire, il y en a d'autres, hein, sur des offreurs de solutions, donc des entreprises qui ont développé ou qui proposent des briques technologiques ou des applications directes sur des problématiques données à découvrir, à parcourir également. Les dispositifs de soutien et d'aide, tout ce qui est développement économique, et ça peut être du soutien financier, mais pas que. Typiquement, nous vous proposons le site entreprise en Pays de la Loire, donc vous tapez entreprise au pluriel-paysdelaloire.fr et là également, en fonction de votre zone géographique, de votre profil d'entreprise, aussi vous pourrez identifier des dispositifs éventuellement accessibles. Le tout étant effectivement de croiser ça avec les compétences qui sont disponibles sur votre territoire. Et puis, pareil, hein, si vous êtes industriel, manufacturier, typiquement, on parle de la French Fab avec le coq bleu, qui est l'étendard un peu on va dire, du renouveau de l'industrie en France et qui permet de fédérer un petit peu les énergies sur ces thématiques-là. Vous avez peut-être vu aussi le coq rouge de la French Tech. Et puis, on est en train d'évoluer petit à petit vers le coq violet, en mélangeant de la tech et de la fab, évidemment. M. Capucine l'a montré tout à l'heure aussi. On mélange de la techno avec de la fabrication. Et petit à petit, on fait progresser notre tissu industriel national de ce point de vue-là. Donc, je l'ai évoqué à l'instant, vous n'êtes pas seul si vous souhaitez faire évoluer vos activités, vos technologies et votre environnement de travail. Là, c'est à titre d'illustration les centres d'expertise et de ressources qui sont accessibles en Pays de la Loire, bon, même si certains débordent sur d'autres régions. Vous avez également les pôles de compétitivité. Donc, Clarté est représenté par Capucine ce matin. Certains d'entre vous, dans la mécanique, peuvent être cotisants au CETIM, le cas échéant, je pense que vous les connaissez également. Le CEATEC, qui a une implantation à Nantes, permet aussi d'aller identifier des briques technologiques, voire des technos fondamentales intéressantes pour développer. Le MC2 pour les composites et les systèmes métalliques également. Proxinov pour la robotique. Captronic pour l'électronique, Solfidosa si vous étiez dans l'ameublement au bois par exemple. Voilà, je ne vais pas tous les citer, mais sachez que soit directement, soit par notre intermédiaire, que ce soit conseiller CCI ou des centres d'expertise, vous pouvez accéder à un certain nombre de ressources et d'expertise locales en Pays de la Loire et à des actions également de soutien de développement, que ce soit pour vous à titre individuel ou en collaboratif avec d'autres acteurs le cas échéant. Un petit point sur un programme que je pense les Ligériens connaissent bien. On propose avec l'Europe, l'État, la région et BPI France maintenant en 2021 un accélérateur à destination des PME des Pays de la Loire particulièrement.
Alors, d'autres entreprises plus importantes peuvent mobiliser le programme à des conditions différentes. Mais précisément, vous accompagner dans ces réflexions et ces évolutions industrie future, vous aider à déterminer précisément vos enjeux techno, quelles seraient les briques technologiques les plus pertinentes pour faire évoluer votre organisation, comment préciser leur mise en place, soit en amont effectivement de briques techno à déterminer en votre organisation par rapport à vos enjeux précis, soit même en cours de route ou a posteriori, le cas échéant. Dynamique, c'est de l'accompagnement sous forme de conseil et de formation, accessible sur pratiquement une année, donc sur tous les départements nigériens. Je pense qu'on lance dans chaque département deux ou plusieurs groupes encore, avec des promotions maintenant d'une quinzaine d'entreprises. Donc il y a une déclinaison industrie du futur qui est particulièrement intéressante par rapport au sujet de ce matin, qui permet effectivement de se mettre en ordre de bataille et de faire monter en compétence vos équipes pour intégrer au mieux des briques technologiques à votre service. Voilà, Dynamique Plus maintenant en 2021. Pareil, contactez-nous pour en savoir plus. Vous aurez aussi le lien vers le site internet avec des témoignages vidéo de dirigeants qui l'ont déjà utilisé. Alors, quelques instants pour ce dispositif. Concernant les outils aussi qui peuvent contribuer à soutenir financièrement et technologiquement vos projets, en Pays de la Loire particulièrement, le Conseil régional met en œuvre l'AMI, Industrie du Futur, l'appel à manifestation d'intérêt depuis quelques années maintenant, qui permet aux entreprises PME, on va jusqu'à 250 salariés, particulièrement de travailler selon trois phases à l'identité une étude de faisabilité de solutions techniques ou technologiques que vous pourriez souhaiter intégrer ou développer le cas échéant avec un concours externe. Donc vous avez en bas des sujets comme oui, tout ce qui va être lié à l'outil de production, la gestion des flux, de la qualité, la transition numérique, le cas échéant de l'entreprise. On a parlé des aspects ergonomie avec Capucine tout à l'heure, des nouvelles techno, même si elles sont de moins en moins nouvelles, mais tout ce qui est fabrication additive ou autre, ou de cobotique, que vous pourriez souhaiter explorer peut-être dans un premier temps. Donc l'AMI est une réponse pour vous soutenir dans cette démarche-là, avec classiquement voilà, un premier volet de faisabilité, un deuxième volet dès lors que vous avez identifié quelque chose de précis que vous souhaitez tester particulièrement, et lors de la partie investissement, intégration de la solution décidée, un soutien également en termes de financement qui peut être accessible. Alors typiquement, vous pouvez en parler directement avec votre conseiller industrie de la Chambre de commerce, ou avec votre développeur économique de solutions éco qui sont implantés localement dans chaque département des Pays de la Loire. Donc ça aussi, vous aurez le lien effectivement pour le site du Conseil régional et la page dédiée là-dessus. Et puis un petit panorama d'autres dispositifs, alors plus légers que l'AMI ou que Dynamique, mais qui n'ont pas la même vocation, bien entendu. Pays de la Loire Investissement Numérique pour ceux parmi vous qui feraient moins de 50 salariés, sur tout ce qui est développement des usages à plus forte valeur ajoutée de vos systèmes d'information ou de solutions technologiques numériques, le cas échéant. Et puis je dirais un petit mot aussi sur Pays de la Loire Initiative Innovation, qui est un outil très simple d'accès aussi. Donc Capucine, comme moi-même, nous sommes tous les deux membres du réseau développement de l'innovation au Pays de la Loire, et on peut vous aider à identifier ou à mettre en œuvre une prestation justement d'un tiers expert sur une étude de faisabilité ou technico-économique par le biais de ce dispositif. Là aussi, pour les entreprises de moins de 50 salariés. Je ne m'attarde pas sur plugin et résolution. Résolution, juste en deux mots, voilà, effectivement, dès lors que vous avez une problématique, il y a un appel à problématique qui peut être proposé via le conseil régional également pour trouver des solutionneurs qui souhaiteraient se positionner pour répondre à votre problématique clé. Donc là, c'est pareil, il y a des appels à problématique régulièrement dans l'année. Donc je vous invite aussi soit à rester en contact avec nous, soit à suivre les parutions de ces dispositifs au fil de l'eau. Je ne reviens pas sur les leviers fiscaux, crédit impôt recherche, jeune entreprise innovante. Sur amortissement, bon, ça a été remplacé en fin d'année dernière avec un dispositif particulier sur investissement industrie du futur. Juste pour celui-ci, l'investissement industrie du futur, d'où des sujets comme des matériels technologiques aux technologies immersives étaient éligibles. Il y a eu une première tranche jusqu'à la fin d'année 2020 qui a été clôturée au 20 décembre dernier. Avec de l'accès possible à de la subvention sur l'investissement matériel. Donc le gouvernement et les acteurs concernés planchent en ce moment
sur le renouvellement de ce dispositif aide à l'investissement industrie future pour 2021 et 2022. On n'a pas encore les détails, mais on devrait avoir des informations relativement prochainement là-dessus. Voilà en quelques mots des outils, des dispositifs qui peuvent soutenir vos actions. Je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les Pays de la Loire, mais dans les autres départements, c'est valable aussi, des conseillers industrie qui vous sont accessibles facilement et rapidement à proximité de chacun d'entre vous. Je crois que j'arrive au bout me concernant également, donc je regardais le chat. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou compléments? J'allais dire messieurs, parce que je crois qu'on a surtout messieurs présents ce matin, Capucine, tu vois. RVRA. Est-ce que vous auriez d'autres questions? N'hésitez pas, même si vous avez des questions a posteriori, on vous laissera nos coordonnées à reprendre contact avec Jean-Luc ou moi-même pour répondre à d'éventuelles interrogations, ou en tout cas, on est disponible quel que soit le sujet sur lequel vous souhaitez échanger, que ce soit du dispositif de financement, de la mise en place de projets, de l'information sur un dispositif en particulier, voilà, etc. Les contraintes éventuelles de mise en place, de mise en œuvre de ce type de solution. Ok, donc quelques petits commentaires dans le chat. Merci pour la clarté des réponses et l'animation. Merci à vous pour votre participation aussi. Alexis demande si l'enregistrement sera accessible. Oui, puisque je l'ai enregistré. Donc normalement, en plus, il est propre. On l'a démarré à l'heure, puis on va le terminer à l'heure pratiquement. Donc on pourra vous le mettre à disposition. On va voir ça avec nos personnes de la com également. Laurent qui nous remercie aussi pour la clarté. On avait déjà eu quelqu'un de l'entreprise il y a 2 ans quand on avait fait exercice en présentiel d'ailleurs. Oui. Qui avait testé les solutions Level Virtual Center. C'était moi, d'accord, Laurent. Effectivement, j'étais pas sûr, mais d'accord. Et alors, est-ce que maintenant, on se dirige effectivement vers ces solutions pour de bon? Alors là, c'est vrai que c'était compliqué de le maintenir en présentiel, mais on peut vous recevoir, si vous le souhaitez, chez Clarté pour vous faire tester ces dispositifs, la revue immersive grande échelle, etc. C'est des choses qu'on peut planifier, donc n'hésitez pas aussi à me recontacter si ça vous intéresse. Bon, voilà, si on n'a plus de questions, il reste Stéphane qui est en train d'écrire quelque chose, mais je ne le vois pas encore affiché. Je vous propose qu'on clôture. Merci, oui, effectivement, à vous tous aussi pour votre participation, les quelques questions. Donc, on vous mettra en ligne le support, on va voir ça pour l'enregistrement. Puis, on vous communiquera par mail soit un lien WeTransfer, soit directement si ça pèse pas trop lourd. Je pense que Capucine doit avoir une présentation qui pèse quelques dizaines de mégaoctets. C'est pour ça. Ouais, on fera un PDF, ce sera plus facile à partager. Ça marche. Merci à tous pour votre participation. Et puis, bonne journée à tous. Et puis, au plaisir de prolonger ces échanges avec vous. Également. Puis, on essaiera de voir si on peut le faire en physique, parce que le distanciel, c'est bien, mais il faut avoir le virtuel et l'augmenter en vrai, c'est bien aussi. À très bientôt. Bonne fin de journée. Bon après-midi. Au revoir. Au revoir.